Monsieur Chambaud, bonjour. Je vous remercie beaucoup de nous accueillir sur le centre de Thales, où vous êtes directeur de projet concernant tout ce qui est le GTIA, donc très couramment appelé le Battle Group en anglais. Donc on l'entend très souvent en rapport avec l'Afghanistan. Est-ce que vous pourriez nous définir quelle est l'expertise de Thales dans la numérisation du champ de bataille et dans tout ce qui concerne justement ce GTIA? Donc Thales travaille depuis de nombreuses années sur la problématique de l'infovalorisation et de la numérisation du champ de bataille, et surtout des forces qui sont présentes sur le champ de bataille, et notamment dans le grand programme d'études amont Bulle opérationnelle aéroterrestre qui est en train de se dérouler, qui a été notifié en 2005. De plus, Thales est membre du consortium qui s'occupe du programme Scorpion, qui vise à renouveler l'ensemble des systèmes tactiques terrestres pour les armées françaises. Vous avez quelques exemples à nous montrer qui pourraient illustrer en fait vos propos? Oui, alors à ce niveau-là, vous êtes ici à Eurosatory où Thales présente aussi des initiatives pour la France mais aussi pour d'autres nations, notamment au titre de la numérisation et de la modernisation des soldats, quelque chose qui représente sans doute une rupture technologique. Il s'agit d'un masque tactique à vision augmentée. L'objectif, c'est au travers d'un masque de protection que les forces portent couramment aujourd'hui pour se protéger contre le soleil, contre la poussière, voire contre les éclats ou les agressions des désignateurs laser. Un masque qui va permettre d'afficher, en observant directement la zone d'opération, les informations issues de la chaîne C4, de la chaîne de commandement et d'information. Typiquement, un soldat verra ainsi où sont ses amis, où est son chef, où est le véhicule d'appui et dans quel sens il doit aller, etc. Ça indique la distance aussi? Ça peut indiquer la distance. En fait, il y a un ensemble de capteurs qui sont directement intégrés sur le masque. Tout ceci est relié à un calculateur sur chacun des soldats déployés sur le champ de bataille. Et l'ensemble de ces informations sont fusionnées pour chacun des soldats. Et cela n'engendre pas de modification de la protection balistique en fait, du masque? Alors en fait non, puisque aujourd'hui de plus en plus on va souhaiter protéger le haut du visage des soldats déployés. Donc on va s'insérer dans ce dispositif. L'idée c'est de ne pas rajouter, dans la mesure du possible, de dispositifs en plus de ce qu'il existe déjà sur les forces, sur les soldats. Je vois sur le harnais du soldat donc un sac comprenant un coffret. De quoi s'agit-il exactement? Bien sûr, alors en fait il s'agit là d'un ordinateur. En fait c'est un ordinateur, c'est une radio, c'est ce qu'on appelle nous dans notre langage un C4I single box. Donc C4I c'est ce fameux terme qui veut dire commandement, contrôle, communication du champ de bataille et information du champ de bataille. Donc en fait on intègre dans une seule boîte l'ensemble des dispositifs que l'on trouve classiquement en plusieurs avec des câbles, etc. Donc des choses un peu compliquées. Typiquement j'ai une radio à gauche, j'ai un petit ordinateur à droite, j'ai encore quelque chose ici pour pouvoir par exemple numériser de la vidéo, etc. Donc nous avons réalisé un prototype où tout est intégré. Alors ça c'est encore une version prototype. L'objectif c'est de l'alléger, d'être à moins d'1 kilo, d'être un peu plus réduit, au moins 30%, 40% de volume en moins et de masse en moins. Et là-dedans, nous aurons tout. Donc c'est une boîte unique pour chacun des soldats et l'ensemble des fonctions liées à l'information seront intégrées. Une radio UHF, des bornes Wi-Fi, des capacités Bluetooth, un numériseur vidéo pour pouvoir par exemple renvoyer de la vidéo derrière, vidéo qui peut être acquise par une lunette d'arme par exemple, et puis bien entendu la gestion de l'énergie, etc. Donc c'est une véritable plateforme d'intégration pour chacun des soldats. Ça peut se retrouver en fait l'information sur ce que utilisent les Américains, un smartphone ou quelque chose comme ça. Alors absolument, effectivement le smartphone a été aussi utilisé. Alors l'une des difficultés du smartphone, c'est qu'il fonctionne qu'avec une infrastructure, il faut une balise GSM quelque part. Là, on peut être envoyé n'importe où dans le monde où il n'y a absolument bien entendu aucun réseau, avec un système de communication militaire durci, sécurisé, etc. On n'est quand même pas tout à fait dans le même monde. Il faut bien être conscient que quand plus rien ne marche quelque part suite à un événement quel qu'il soit, s'il y a encore une chose qui doit fonctionner, c'est bien ces affaires-là. Donc on est en fait en plein cœur d'un soldat qui est de plus en plus informé à tous les échelons. Alors c'est un soldat qui est informé à tous les échelons et qui est aussi un capteur pour la chaîne de commandement et la chaîne d'information.
le soldat est au contact, il acquiert aussi un certain nombre d'informations au travers de ce qu'il voit, au travers même de ses discussions, notamment en Afghanistan. Vous savez, la relation avec la population, etc., ça fait partie des choses très importantes. Donc il faut pouvoir les suivre, il faut qu'ils aient eux aussi des capacités de remonter. Donc à ce niveau-là, d'ailleurs, on est capable de leur donner des petits dispositifs qui ressemblent typiquement, on reprend un peu de ce type de technologie pour avoir un média qui permet là aussi pour le soldat de donner quelques informations qui seront remontées à son chef et ensuite consolidées dans l'ensemble de la chaîne de commandement jusqu'au niveau, par exemple, du chef du GTIA et puis ensuite à être remonté dans la chaîne de renseignement. Dans ce dispositif, là on voit le soldat, est-ce que vous avez des appareils que vous pouvez montrer qui nous permettent en fait de pouvoir avoir une vision de ce que en arrière ou bien dans les airs, parce que je suppose que l'information doit également arriver sur des personnes, sur des pilotes d'hélicoptères, sur des artilleurs. Est-ce que vous avez ici exposé ces instruments qui nous permettent de voir à peu près cette numérisation? Absolument, alors si vous voulez me suivre, on va y aller. On y va. Donc ici, en fait, on est au niveau d'un commandement de GTIA, Battle Group. On a typiquement 3 cellules. Une cellule de commandement qui donne les ordres et reçoit les ordres et communique les ordres à ses unités subordonnées. On a de l'autre côté là-bas ce qu'on appelle là, le field intelligence, en fait, la capacité à entretenir la situation tactique de niveau GTIA et qui est en général en liaison avec l'ensemble des capteurs qui sont déployés sur le champ de bataille pour pouvoir assurer leur manœuvre et la consolidation des informations qui sont remontées de ces capteurs. Ces capteurs, ça peut être, on va le voir, des systèmes optroniques, des radars, des drones, des choses comme ça. Et puis là, de l'autre côté, on a la partie feu avec l'intégration de l'ensemble des appuis feu. Alors à commencer par les feux sol-sol, l'artillerie typiquement. Et puis aujourd'hui, on a l'intégration au-delà de ces feux sol-sol, de ce qu'on appelle les feux air-sol. Donc c'est ce qu'on appelle l'intégration des appuis-feu interarmes et interarmés. Donc interarmes parce que l'artillerie, on rajoute bien entendu la dimension ALAT, et puis interarmés parce qu'on a les feux issus de l'aviation, donc le close air support. Et on peut même aller un tout petit peu au-delà avec les feux interalliés. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, on le voit régulièrement en Afghanistan, un feu sur une demande française peut être délivré par un avion qui est d'une nation alliée. Étant donné que le combat parfois est au sein de la population civile, dans le cadre des contre-insurrections, etc., est-ce qu'on peut définir d'un côté l'ami, de l'autre côté l'ennemi et, je dirais en tierce, la population civile, afin d'éviter les dégâts collatéraux? Alors, ce que l'on peut aujourd'hui définir de manière sûre, ce sont les amis. Donc là, clairement, alors malheureusement, ça n'évite pas encore tous les accidents, mais on tend vers cela. C'est ce qu'on appelle, en langage, c'est le Blue Force Tracking. On trace où sont les bleus. Il faut être, si possible, le plus en temps réel. Il faut avoir un degré de confiance par rapport à l'information qui est affichée suffisant. Il faut garantir ce déterminisme. Et puis, il faut partager cette information entre le plus grand nombre. Donc ça, c'est un premier objectif. Aujourd'hui, les systèmes d'information et de communication commencent à remplir cette fonction. Donc ce Blue Force Tracking, en temps réel ou en temps utile, en fonction du niveau dans lequel on est. Donc ça, c'est un premier pas. Les ennemis, c'est beaucoup plus compliqué. Si on savait, s'ils nous disaient tout le temps, ben voilà, je suis un ennemi, ça serait sans doute plus simple. Ce n'est pas le cas. Donc là, on fait plutôt confiance avec beaucoup aux unités de reconnaissance, aux unités de renseignement. Et là, il y a en général un traitement qui ne peut pas être automatique, surtout dans les doctrines françaises où il y a une discrimination qui est faite, il y a une attention qui est portée dans la manière de se comporter sur les théâtres, notamment français ou européens. On est extrêmement vigilant, et les armées sont extrêmement vigilantes quant à délivrer les feux. Elles maîtrisent tout à fait leurs effets sur le terrain. Donc là, c'est quelque chose qui est beaucoup plus compliqué et que l'on peut représenter. Le principe, c'est de dire j'ai une zone ici, on n'y touche pas, elle est, je sais sanctuariser, par exemple, et partager ce sanctuaire entre toutes les unités au sol. Ça veut dire qu'on a un César qui est un peu plus loin. Bien sûr. L'information va automatiquement rentrer dans le César. Et il ne pourra pas tirer. On a des zones de sécurité. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on a la capacité aujourd'hui de répondre à un grand nombre de concepts d'emploi. Nos systèmes sont extrêmement modulaires, c'est ce qui est demandé. Clairement, quand on a construit les systèmes qui sont actuellement déployés en Afghanistan, ils n'étaient pas forcément construits pour rencontrer toutes les situations
que les forces rencontrent. Donc, et ils se sont adaptés avec ces outils. Alors de temps en temps, il a fallu jouer peut-être un peu plus de tournevis, plus ou moins, mais dans tous les cas de figure, ils ont pu s'adapter. Et c'est quelque chose qui est de plus en plus demandé. Chaque théâtre est extrêmement spécifique. Chaque théâtre, on le rencontre une fois et on n'est pas sûr de le rencontrer une fois suivante. Donc, il faut pouvoir, on ne va pas à chaque fois renouveler, bien entendu, tous ces systèmes. Donc, il faut à chaque fois qu'on soit extrêmement... En fait, une adaptation numérisée. Une adaptation, tout à fait. Mais encore, vous avez d'autres instruments que nous pourrions découvrir? Bien sûr. Alors donc là, nous voyons un type de commandement. Alors là, nous ne sommes pas dans un véhicule, sinon on serait extrêmement serré. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le genre de système que l'on rencontre dans par exemple, des véhicules blindés de commandement. Ce sont par exemple des 8-8, le VBCI en France par exemple, dans lequel on va pouvoir mettre des stations de travail. Alors là, elles sont représentées avec des systèmes comme ça, on peut avoir des écrans un petit peu plus grands, etc. Et ça permet là, effectivement, d'héberger un commandement avec les officiers qui vont pouvoir armer les systèmes. Si vous voulez, on va aller voir dans les véhicules ce que l'on peut poser. Merci. Tout à l'heure, nous étions en fait devant des écrans au niveau GTIA. On se retrouve ici dans un véhicule. Qu'est-ce qui différencie en fait les types d'écrans ou les types d'informations que nous allons collecter pour pouvoir être envoyés? Alors, ici, nous sommes devant un véhicule qui a une fonction, on va dire, de notre communication. C'est pour cela que vous le voyez avec une antenne satellite, c'est ce qu'on appelle avec une capacité de garder la liaison satellite en mouvement. Donc ce véhicule, quand il est en déplacement sur le théâtre d'opération, il garde une liaison haut débit avec un satellite. À l'intérieur, vous allez avoir tout un ensemble de moyens de communication et d'information qui vont permettre d'améliorer les élongations, d'améliorer le débit et éventuellement proposer des capacités qui pourraient être utilisées par exemple par les désignateurs aériens. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on va faire au niveau d'une unité appuyée du closer support par exemple, et qu'on est classiquement un artilleur, il va falloir déployer des liaisons de communication complémentaires, puisqu'il va falloir à un moment ou à un autre établir notamment la relation avec un avion. Donc ça va exiger d'avoir des capacités de communication propres. Une communication vers un centre de commandement à l'arrière pour assurer la coordination 3D, obtenir que l'avion arrive par les bons couloirs, etc. Et puis en même temps, à un moment ou à un autre, établir une boucle courte entre directement le désignateur de la cible et puis l'avion pour que le tir se passe dans les meilleures conditions, notamment de sécurité. Pour schématiser, on a un commando qui va désigner la cible, une information qui va aller à la fois dans ce véhicule, ensuite au niveau de l'avion et un deuxième vecteur qui va aller au niveau plus loin au niveau du commandement, voilà, pour une représentation un peu 3D et plus 3D, complexe. Pour la coordination 3D en fait, tout à fait. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en plus on se situe aujourd'hui dans un théâtre qui est rarement franco-français, qui est aussi avec des alliés. Donc on a une multiplicité d'acteurs sur le théâtre et il faut absolument être discriminant par rapport à ces acteurs, sécuriser les tirs et être efficace. Il ne faut pas attendre non plus trop longtemps quand on est pris à partie pour avoir par exemple un appui-feu. Et donc ces instruments se retrouvent sur des appareils, par exemple quand on parle d'avions, qui sont complètement différents, qui peuvent être de l'Eurofighter jusqu'au Rafale, en passant par d'autres également. Absolument, alors donc ça c'est toute la problématique de l'interopérabilité. Donc tous nos systèmes sont interopérables effectivement, avec des normalisations, notamment des normalisations OTAN. On parlait du crabe tout à l'heure et serait-il possible de pouvoir visiter l'intérieur pour voir ce que vous avez réussi à faire sur ce projet mené par Panhard? C'est vraiment parce que c'est vous.